La McLaren cette saison de Formule 1 surprend tout le monde. À Monza, la solidité de la MCL 39 s'est encore une fois manifestée. Et bien qu'elle n'ait pas gagné, elle s'est révélée être une voiture très forte car nous nous souvenons de la McLaren d'il y a quelques années à Monza qui avait beaucoup de traînées et ne parvenait pas à combler ses lacunes. Aujourd'hui, nous parlons d'une équipe qui peut viser le championnat des constructeurs et des pilotes bien avant la fin de la saison. Le véritable point fort n'est pas seulement la gestion aérodynamique de la voiture, mais plutôt la gestion des pneus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons approfondir le secret de McLaren et pourquoi nous les voyons si compétitifs par rapport à toutes les autres équipes. Nous devons évidemment écouter les déclarations de Montezemolo sur Ferrari, car elles ont beaucoup fait parler. Allons voir la situation de Red Bull, la question de Max Verstappen, le nouveau fond qui arrivera à Tsunoda. Et enfin, nous devons parler des freins pour 2026 car c'est un sujet très important. Avant de commencer, je vous prie de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite. On pense souvent que les pneus sont le seul élément déterminant, mais en réalité, la jante et le moyeu sont des composants fondamentaux dans la manière dont le pneu travaille en contact avec l'asphalte. McLaren aurait beaucoup investi dans des simulations IFAM et des études structurelles sur le groupe roue pour améliorer la thermique et la distribution des charges. Le flanc du pneu contrôle la bande de roulement, renforcée par des toiles en Kevlar. Et ici entre en jeu un concept clé, la rigidité latérale, ou cornering stiffness. Plus elle est élevée, moins il est nécessaire d'avoir un angle de dérive pour atteindre l'adhérence maximale. Cela se règle également avec les pressions, mais McLaren semble avoir trouvé quelque chose de plus. En effet, les pneus Pirelli ne sont pas un élément variable pour les équipes, mais la jante, oui. Si la connexion entre le pneu et la jante, connue sous le nom de zone de talon, est extrêmement rigide, alors toute déformation de la jante elle-même est transmise directement au flanc et à la bande de roulement. Et c'est ici que pourrait se cacher l'avantage de McLaren. En effet, ils utilisent des alliages particuliers capables de garantir une plus grande flexibilité élastique. Cela signifie que la jante, tout en restant dans les limites de l'élasticité, donc en revenant toujours à sa forme originale, parvient à modifier légèrement la forme et la manière dont le pneu décharge l'énergie au sol. On parle de variations en pourcentage minime, mais en Formule 1, ce sont celles qui peuvent tout changer. En substance, si la jante contrôle mieux les mouvements de l'épaule, dans les virages, l'angle de dérive nécessaire est réduit et surtout, moins de chaleur est générée. C'est un aspect crucial. En course, les pneus ne sont jamais exploités à leur limite absolue, mais gérés sur la distance. Générer moins de chaleur signifie maintenir un rythme de course plus constant et permettre aux pilotes de pousser davantage sans risque de surchauffe. En pratique, les pilotes McLaren peuvent charger le pneu avec plus d'énergie tant en traction qu'en parcours, sans que la température n'augmente trop, et c'est un avantage énorme sur 300 km de course. Je pense que cela pourrait vraiment être un des secrets de McLaren. Ce n'est pas une astuce illégale, mais un domaine de développement astucieux et peu visible de l'extérieur. C'est une finesse technique classique qui distingue souvent ceux qui jouent à le championnat de ceux qui poursuivent. Red Bull, Ferrari, Mercedes ont eu des difficultés à trouver la même constance dans la gestion des pneus. Et si McLaren a vraiment trouvé cet équilibre grâce aux jantes, nous comprenons pourquoi Norris et Piastri peuvent pousser plus longtemps sans baisse de performance. Évidemment, nous sommes encore dans le domaine des hypothèses, car aucune écurie ne révèle vraiment ses secrets. Mais en lisant les données et en observant le comportement sur la piste, la thèse de la flexion supplémentaire de la jante a beaucoup de sens. C'est la preuve qu'en F1, ce ne sont pas juste les grosses mises à jour aérodynamiques qui comptent. Parfois, ce sont les petits détails dans les roues qui déterminent le gagnant et le perdant. Et cela pourrait aussi expliquer pourquoi McLaren a moins besoin d'introduire de l'air à l'intérieur des freins, car ils parviennent à mieux gérer l'angle de dérive, donc l'angle de glissement, de manière à avoir une flexion plus importante et à charger davantage en traction sans surchauffer excessivement le pneu. Un avantage énorme à la fois en traction et en parcours car ils parviennent à pousser davantage, à imprimer plus d'énergie sans surchauffer le pneu. Vous comprenez bien que c'est un avantage énorme, surtout sur toutes les pistes où il y a des virages avec plusieurs angles de braquage et non celles où il y a un seul input. Sur ce point, cela fonctionne exactement à l'opposé de Ferrari, qui est beaucoup plus performante sur les pistes nécessitant un seul input de braquage et qui a plus de difficultés dans ses virages tridimensionnels. McLaren arrive à Bakou pour clore le championnat des constructeurs. Si Oscar Piastri et Lando Norris devaient obtenir au moins 9 points de plus que Ferrari, l'équipe anglaise remporterait le titre des constructeurs 2025. Ce serait le 10e de son histoire et, à en juger par le déroulement de la saison, un objectif largement à porter. L'année dernière, justement à Bakou, McLaren a réussi à dépasser Red Bull au classement, entamant un leadership qu'elle n'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Cette fois, cependant, le discours est différent. Une fois le championnat des constructeurs archivé, un tout nouveau chapitre s'ouvrira.
celui du duel interne pour le titre des pilotes. Andrea Stella, directeur de l'équipe McLaren, a mis en place un système de gestion clair et rigoureux, rebaptisé Papaya Rules. En substance, il n'y a pas de lutte fratricide qui pourrait potentiellement faire perdre des points précieux, pas de manœuvres risquées entre coéquipiers et une disponibilité à différencier les stratégies si cela sert le résultat global de l'équipe. Jusqu'à présent, Norris et Piastri ont respecté les règles, même en sacrifiant parfois un résultat personnel. Mais que se passera-t-il lorsque McLaren n'aura plus l'alibi du championnat des constructeurs à protéger? Certains pensent qu'une fois le titre des constructeurs remporté, McLaren pourrait devoir faire face à des scénarios délicats. Si la MCL 39 continue de dominer comme lors des dernières courses, la gestion sera simple. Mais si Red Bull ou Ferrari devaient s'insérer, alors les décisions stratégiques du mur pourraient devenir décisives, non seulement pour l'issue des courses individuelles, mais aussi pour la lutte entre les pilotes. En Hongrie, McLaren a mis en œuvre des stratégies distinctes pour Norris et Piastri lorsqu'ils ont affronté Leclerc. Un choix tout à fait logique pour surpasser Ferrari, mais cela a engendré des différences internes. En fin de saison, avec le titre en jeu entre les deux pilotes Papaya, un scénario similaire pourrait avoir un poids énorme. À Monza, Red Bull a montré des signes de réveil avec un réglage à faible appui qui a permis à Verstappen de redevenir compétitif. La Méchie a confirmé des progrès dans la gestion globale de la monoplace. Il n'est pas dit que Max ne puisse pas se battre pour la victoire sur certaines des dernières pistes. Même Leclerc sur des circuits favorables reste une menace. Dans ce cas, McLaren pourrait se retrouver à un carrefour. Privilégier l'un des deux pilotes afin de contrer l'adversaire ou bien continuer à assurer un traitement équitable, risquant cependant de concéder des victoires d'étape aux autres concurrents. Personnellement, je pense que McLaren vit une situation similaire à celle que Mercedes a affrontée à l'époque d'Hamilton et de Rosberg. Le code interne fonctionne tant qu'il y a un objectif d'équipe prioritaire, mais lorsque les deux pilotes commencent à se disputer un titre personnel, la tension monte inévitablement. Andrea Stella a démontré un grand équilibre, mais la réalité est qu'une équipe ne peut pas contrôler totalement la soif de deux jeunes qui ont devant eux la chance de leur vie. Si Norris et Piastri se disputent vraiment le championnat des pilotes, les règles Papaya devront évoluer. Je vois deux scénarios possibles, mais dites-moi ce que vous en pensez. Ou McLaren réussira à gérer une fin de saison propre, en maintenant une équité absolue, ou elle sera contrainte de faire des choix impopulaires qui pourraient inévitablement laisser des séquelles même dans le futur. Pour l'instant, le constat est clair. Il suffit d'une marge de 9 points de plus par rapport à Ferrari pour clore le chapitre des constructeurs à Baku. Et donc, une fois la prochaine course passée, à partir de ce moment-là, le véritable spectacle sera la lutte entre Norris et Piastri, avec McLaren comme arbitre ou protagoniste du championnat des pilotes. Mais nous devons écouter ensemble les déclarations de Montezemolo sur Ferrari, car on voit son amour pour la Scuderia, mais en même temps, il a été un peu critique vis-à-vis de la situation actuelle. Ferrari a quitté Monza avec une énième déception. Devant un public à guichet fermé, l'écurie n'est même pas parvenue à décrocher un podium. L'année 2025 continue ainsi, sans victoire et avec un énième report du rendez-vous le plus attendu. Un championnat qui manque depuis 2008 pour les constructeurs et depuis 2007 pour les pilotes. En marge de la première mondiale du documentaire Lucas Ingred, dédié à sa vie, Luca Cordero di Montezemolo, ancien président de Ferrari et figure emblématique de l'âge d'or de Schumacher, a commenté la situation de l'écurie. « J'ai vu de belles images des supporters, a-t-il dit, mais aussi une équipe qui, malgré de nombreuses annonces, n'a pas encore gagné une course. Et même si elle en avait gagné une, Ferrari, après tant d'années, doit décrocher le championnat du monde. J'ai vécu des moments terribles, perdant 9 ou 10 titres à la dernière course, mais au moins, nous étions en lice. Aujourd'hui, Ferrari n'arrive même pas à la dernière course avec une chance de gagner. J'espère que les choses changeront, surtout pour ces personnes qui étaient à Monza qui continuent d'avoir une foi inébranlable. Ferrari a encore plus de responsabilités envers elle. Cependant, le passage le plus difficile concerne l'identité même de l'écurie. Ce qui me désole, c'est de voir une Ferrari sans leader, sans un leadership fort et il manque une âme déterminée. Et surtout, il y a trop d'annonces qui créent des attentes excessives. On obtient d'abord les résultats, puis on fait les annonces. Et selon moi, Montezemolo n'a pas mâché ses mots et le point est clair. La Ferrari d'aujourd'hui souffre d'un manque de leadership. Il n'y a pas de figure centrale, ni homme, ni femme, capable d'incarner la détermination et la vision nécessaires à un projet gagnant. Ces mots pèsent, car ils viennent de quelqu'un qui, entre les années 90 et 2000, a su construire autour de Schumacher, Todd, Brown et Byrne un système gagnant qui a dominé la Formule 1. Montezemolo connaît bien le poids de la pression et sait combien il est important d'avoir une structure claire et une âme forte. Et je ne peux que partager son analyse. Aujourd'hui, Ferrari semble vivre plus de communiqués et de déclarations que de résultats. Les attentes sont gonflées, mais les fans voient sur la piste une réalité différente, à des années-lumière de celle promise.
En Formule 1, la crédibilité et l'autorité ne se construisent qu'avec des faits, et si les résultats manquent, chaque annonce se transforme en boomerang. Le problème n'est pas seulement technique, il est culturel et gestionnaire. Une Ferrari sans un véritable leader est une Ferrari qui risque de se perdre dans les compromis et les déclarations de façade. Comme nous l'avons dit auparavant, McLaren innove ses voitures, trouve des solutions ingénieuses qui permettent à la voiture d'aller plus vite. Lorsqu'ils ont commencé en 2023, au Bahreïn, ils étaient derniers au classement, exclus en Q1. À partir de là, ils ont retroussé leurs manches et ont réussi à atteindre le sommet de la Formule 1. Et donc Montezemolo a raison, aujourd'hui l'écurie doit plus que jamais répondre à ses supporters qui, malgré tout, continuent à remplir Monza et à croire au mythe du cheval cabré. Et nous sommes tous intégrés dans ce camp. D'ailleurs, Montezemolo était davantage en faveur de Binotto que de remplacer le directeur d'équipe à la fin de l'année 2022 pour installer Vasseur. En effet, je rapporte les paroles exactes de Montezemolo, continuer à changer signifie perdre en stabilité, et la stabilité est l'un des éléments les plus importants pour gagner. Binotto aurait dû continuer. Aujourd'hui, je vois plutôt une équipe sans leader et sans âme. Sur ce dernier point, je ne suis pas totalement d'accord avec Montezemolo. Pour moi, il était justifié de changer alors, car Binotto avait déjà prouvé sa valeur. Il était chez Ferrari depuis des années et beaucoup de supporters souhaitaient un changement à la tête. Le problème n'est pas tant le directeur d'équipe en soi, mais c'est la structure interne de Ferrari qui, par rapport à d'autres équipes, souffre en termes d'organisation. Sur le reste du discours, mais je suis totalement d'accord avec Montezemolo. Selon moi, Ferrari a perdu un peu de son âme et vit actuellement de proclamations et d'annonces, mais sans résultats concrets sur la piste, et nous, les supporters, aimerions voir le contraire. D'abord, tu écris l'histoire, puis tu la racontes. Impossible de faire l'inverse. Ferrari mise aussi beaucoup sur des anniversaires et des succès passés qui se répètent. Et c'est très beau à voir pour nous, les supporters, mais que fait actuellement la Scuderia pour écrire l'histoire? C'est l'une des questions que nous devons nous poser, et aujourd'hui la réponse est simple. Actuellement, ce n'est pas Ferrari qui écrit l'histoire, mais McLaren, tout comme Red Bull et Mercedes l'ont déjà fait. C'est un fait indéniable. Faisons maintenant un petit récapitulatif des épisodes précédents, car il y a quelques petites mises à jour concernant la gestion sportive et les membres qui en font partie. Quand un technicien part de Maranello, certains disent qu'il n'a pas amené de victoire, tandis que d'autres voient dans ses départs comme un signe d'instabilité dans la gestion. La vérité, comme souvent, se situe au milieu. Perdre des hommes clés n'est jamais simple. Car en Formule 1, chaque compétence est le fruit de nombreuses années d'expérience et de savoir-faire qui ne se remplacent pas du jour au lendemain. Et c'est pour cette raison que le départ de Wolf Zimmermann et Lars Schmidt, figure clé pour les moteurs, a laissé un vide chez Ferrari, car ces deux personnalités ont décidé de suivre Mattia Binotto chez Audi. Maintenant, à quelques mois de l'arrivée des Power Unit 2026, l'ingénieur Enrico Gualtieri doit diriger une équipe avec moins d'expérience et de mémoire historique. Juste au moment où la FIA ouvre au ADWO, Additional Development and Upgrade Opportunities, pour équilibrer les règlements. En somme, la stabilité est fondamentale, mais en ce moment, Ferrari n'en a pas beaucoup. Le département aérodynamique n'est plus tranquille. Après le départ d'Enrico Cardile en avril, Ferrari a restructuré les hiérarchies, nommant Diego Tondi nouveau responsable de l'aérodynamique. Mais la saison décevante n'a pas favorisé le renforcement. Depuis le 1er septembre, Frank Sanchez, ingénieur français, ancien de Sauber et vieille connaissance de Fred Vasseur, est également arrivé. Un choix qui suscite des soupçons. Viendra-t-il superviser ou même remplacer Tondi ? À ce jour, il n'y a pas de confirmation, nous en avons également parlé hier, mais le fait que Vasseur rappelle des hommes de confiance laisse entendre que le technicien italien ne vit pas un moment serein. D'un côté, le principe est clair, s'entourer de personnes fiables et naturelles, surtout dans un milieu compétitif et sous pression comme la Formule 1. Vasseur le fait, ayant appelé Loïc Serra, Jérôme D'Ambrosio et maintenant Frank Sanchez. Et la devise reste la même, tout le monde est utile, personne n'est indispensable. Ça fonctionne en théorie, mais en F1, on sait que ce n'est pas vraiment le cas. La continuité et la stabilité font souvent la différence. À mon avis, Vasseur marche sur un fil ténu. D'une part, il a raison de vouloir des collaborateurs de confiance avec lui. Sans un noyau solide de techniciens en qui il a confiance, on ne peut pas construire un projet gagnant. D'un autre côté, cependant, Ferrari ne peut pas se permettre un énième bouleversement interne. Il y a trop de PDG et trop d'entrées risquent de fragmenter la structure précisément au moment où une cohésion maximale est nécessaire pour aborder 2026. Et donc s'il n'y a pas de changements à la tête, il y a néanmoins beaucoup de changements en dessous de la direction. Discutons des ingénieurs clés dans les départements cruciaux pour 2026, l'aérodynamique et le moteur. Montezemolo souligne l'importance d'une stabilité essentielle en Formule 1, qui fait défaut à Ferrari depuis longtemps. Actuellement, même avec Vasseur à la direction, il persiste un manque de stabilité interne au sein des départements. On espère que les modifications sous la direction de Vasseur produiront des résultats positifs, mais pour l'instant, la situation chez Ferrari demeure en transition. Il y a toujours un changement en cours et il n'y a jamais de stabilité. Il semble que tout ce qui a été fait auparavant soit incorrect, alors qu'il faudrait repartir d'un noyau solide pour reconstruire l'équipe, étape par étape, pas à pas, avec calme.
Sinon, il n'arrive pas à créer un environnement stable. Et si Adrian Newey avait rejoint Ferrari, qu'aurait-il changé? Après le double échec à Zandvoort et la déception de Monza, on se demande inévitablement si l'écurie aurait dû recruter Adrian Newey, manquant ainsi une chance. La SF25 ne fonctionne pas comme espéré, tandis que 2026 approche avec la révolution réglementaire. Dans ce contexte, avoir à ses côtés le génie qui a façonné certaines des monoplaces les plus victorieuses de l'histoire de la Formule 1 aurait été un avantage énorme. Adrian Newey a rejoint Aston Martin, une équipe que Lawrence Stroll a transformée en investissant beaucoup dans les infrastructures, techniciens et ressources. Mais le vrai coup de marché, c'était lui, l'homme qui a fait triompher Williams, McLaren et surtout Red Bull. Newey est un personnage unique. Il exige carte blanche, un groupe d'ingénieurs de confiance, une liberté opérationnelle et un budget important. Ferrari aurait pu tout garantir, mais a choisi de ne pas porter le coup. Officiellement, à Maranello, ils sont convaincus de pouvoir gagner sans lui. En réalité, cela a semblé être la énième démonstration d'arrogance managériale. Fernando Alonso a déjà pu observer de près sa méthodologie. Newey ne conçoit pas des pièces isolées, mais un système où chaque composant, qu'il soit mécanique, aérodynamique ou structurel, s'intègre dans une vision globale. Cette capacité à voir la voiture comme un organisme vivant, combinée à un talent exceptionnel pour lire les règlements et anticiper les tendances, le distingue des autres. Sa carrière est pleine d'intuitions qui ont changé le cours de la Formule 1, de concepts aérodynamiques innovants, d'interprétations réglementaires à la limite et de cycles gagnants construits avec continuité. Il n'a pas toujours eu raison, mais presque toujours il est arrivé avant les autres. Ferrari a officiellement estimé ne pas devoir dépendre d'un seul homme, un choix politique et culturel. À Maranello, l'idée que le mérite d'une renaissance soit attribué à une seule personne, même brillante, ne plaît pas. C'est pourquoi je suis sceptique quant à l'idée de voir Verstappen en rouge. Car Ferrari ne dépend jamais d'une seule personne. Même à l'époque de Schumacher, le mérite n'était pas seulement pour Michael Schumacher, mais aussi pour Rory Byrne, Ross Brawn, Jean Todt. Mieux vaut garder son propre modèle, même si ces 15 dernières années montrent des erreurs et occasions ratées. Le souci est qu'en 2026, ce qui comptera surtout, ce sera la capacité de développement et l'interprétation des nouvelles règles. Et en cela, Gnui est tout simplement le meilleur. Ferrari, selon moi, a perdu une occasion unique. Bien sûr, embaucher Gnui aurait signifié lui accorder un pouvoir énorme, peut-être plus que ce que la direction était prête à faire. Mais en Formule 1, ce qui compte, ce sont les résultats, et la Scuderia n'a pas gagné de titre depuis 2008. Plutôt que de prendre le risque de devenir la Ferrari de Gnui, ils ont préféré rester la Ferrari qui continue à espérer. C'est une approche conservatrice qui, selon moi, confirme les difficultés du cheval cabré et confirme la difficulté à sortir d'une mentalité désormais dépassée. À ce jour, Gnui travaille sur la MR26, et quand Ferrari le rencontrera sur la piste, ce sera à lui de vouloir prouver qu'il avait raison. Si Aston Martin gagne, le regret à Maranello serait immense. En bref, Ferrari a laissé passer un génie, sans doute par fierté et crainte de partager les mérites, mais en Formule 1, l'orgueil n'a pas sa place, seule la victoire compte. Dernière chose, nous devons parler du nouveau fond de Red Bull qui arrivera à Bakou pour Tsunoda, car Verstappen l'a déjà utilisé à Monza, et c'est un choix judicieux car cela permet d'évaluer Tsunoda dans des conditions équitables par rapport à Verstappen. Le fond semble garantir une plus grande efficacité, mais il ne résout pas tous les problèmes de Red Bull. C'est pourquoi nous avons vu un Verstappen courir avec moins de charge à Monza que ce que tout le monde prévoyait, et Verstappen parvient à mieux gérer une voiture avec moins de charge qu'une voiture plus chargée. C'est son talent, il l'a dans son ADN. Tandis que Tsunoda ne va pas résoudre tous ses problèmes avec ce nouveau fond. À Bakou, je m'attends sûrement à un Q3 plus accessible pour Tsunoda, mais le rythme de course, selon moi, restera fluctuant et tout dépendra également de la fenêtre de réglage, tant de la hauteur de caisse que de l'anti-plongée et de la suspension avant. Le risque, c'est que le fond rende la voiture plus nerveuse, mais plus efficace en ligne droite. Il sera crucial d'évaluer le fond à Bakou, car c'est un circuit avec beaucoup de stop and go, de nombreux virages lents, la section du château qui est très lente. Plus que la charge aérodynamique, il faut une bonne adhérence mécanique et donc bien gérer l'équilibre entre l'avant et l'arrière. Voyons comment Tsunoda se comportera, surtout qu'il est surveillé car l'an prochain, il pourrait rejoindre Jars en Red Bull. Donc lors de ses dernières courses, il joue pour le second siège en Red Bull. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des sujets. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater sur la chaîne. C'est tout ce que nous avons à partager concernant